La France affronte la troisième vague dans la pandémie. Il faut trouver toujours plus de lits Covid. Alors les hôpitaux reportent les opérations jugées non urgentes. Et derrière cette réalité se trouvent des patients non Covid que l'épidémie condamne à l'attente. On va en parler avec vous, Stéphane Gaudry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au service réanimation à l'hôpital Avicenne en région parisienne. Avec nous également Claude Rambaud, vice-présidente de France Assos Santé, l'organisation de référence pour représenter les patients. Soyez la bienvenue également. Stéphane Gaudry, bonsoir. Stéphane Gaudry, on va commencer avec un mot d'abord sur votre quotidien. Le pic épidémiologique est attendu dans une dizaine de jours encore, les 5 derniers jours du mois d'avril. Comment ça se passe dans votre service de réanimation à l'heure actuelle ? La situation est toujours extrêmement préoccupante. Elle est même pire que les semaines précédentes. On atteint donc actuellement le pire de la troisième vague. Et donc, en effet, il y a probablement un pic, si on peut appeler ça un pic, attendu d'ici 5 à 10 jours, peut-être un peu plus, dans les services de réanimation. Néanmoins, on ne sait pas très bien ce qui va se passer derrière, ce n'est pas encore très clair. Va-t-il y avoir un plateau ? Et à ce moment-là, il ne faudra pas parler de pic, mais de plateau. Ou alors, va-t-il y avoir une baisse ? Est-ce qu'elle sera importante, oui ou non ? C'est très difficile à dire. Et compte tenu des décisions qui ont été prises récemment, il est difficile de prévoir. Et donc, j'imagine que vous avez, pour faire face, dû déprogrammer des opérations. Tout à fait. Enfin, dans l'hôpital et au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris à laquelle j'appartiens, les déprogrammations vont environ de 40 à 70% de l'activité actuellement sur toute la PHP au sein de l'Île-de-France. On va voir concrètement de quoi il s'agit. Cette situation que vous décrivez a donc cette conséquence, la déprogrammation d'opérations dites non urgentes, un terme qui cache une dure réalité pour certains patients. Écoutez le témoignage de cette malade en attente de greffe, reportage France Télévisions. Dans la vie de Colette Ray, atteinte d'un cancer de la moelle osseuse, impossible d'oublier certaines contraintes. Alors ça, c'est les médicaments que je prends tous les jours, le matin, midi, le soir. À cause de ce cancer, ses reins ne fonctionnent plus. Cette retraitée doit donc être greffée, avec un rein donné par sa sœur jumelle. Une longue préparation et un grand espoir. La greffe était prévue le 31 mars dans un grand hôpital parisien. Mais au dernier moment, le chirurgien leur annonce que l'opération est annulée. Il n'y avait plus de lits en réanimation puisqu'ils étaient tous occupés par des cas Covid et qu'ils ne voulaient pas faire de greffe s'il n'y avait pas une possibilité d'avoir un lit en réa. On a été complètement sonnés par cette nouvelle. Aucune autre date n'a été fixée. En attendant d'être greffée, Colette Ray doit se rendre à l'hôpital tous les 2 jours pour se faire dialyser. Les greffes d'organes ont chuté de 25% l'an dernier. Et ce sont les greffes de reins qui ont été le plus souvent annulées. Elles ont baissé de 29%. Avec le Covid, qui mobilise les équipes soignantes et les blocs opératoires, il a fallu faire des choix. L'agence de biomédecine privilégie les greffes vitales. Dès le début de l'épidémie, nous avons maintenu la greffe cardiaque, la greffe pulmonaire, la greffe hépatique, donc les 3 organes sans lesquels personne ne peut vivre. Le retard pris à cause du Covid ne pourra pas être rattrapé. Mais ce début d'année s'annonce meilleur qu'en 2020. 500 greffes réalisées en mars. C'est 2 fois plus qu'à la même époque l'an dernier. Aujourd'hui, 16 000 personnes attendent d'être greffées. Claude Rambaud, est-ce que vous direz que les malades chroniques sont des victimes collatérales de la Covid ? Oui, en ce qui concerne les patients qui ont, comme cette personne qui était témoin, des pathologies qui ne peuvent pas attendre plusieurs mois. Alors bon, ça a été très bien expliqué. Dans la greffe du rein, on peut décaler parce qu'il y a des alternatives. On peut faire patienter avec la dialyse, mais il y a des greffes qui ne peuvent absolument pas attendre. Donc elles seront quand même prises. C'est-à-dire que la déprogrammation, c'est pas 100% pour les Covid et rien pour les autres. Tout ça est en concertation, on optimise absolument les ressources en fonction de l'urgence clinique des patients. Donc bien sûr, il y a beaucoup de greffes. Donc oui, bien sûr, les praticiens travaillent en équipe, en concertation. Tous les jours, ils réévaluent la filière, qu'est-ce qu'on peut faire pour tel ou tel patient individuellement. Et bien évidemment, ils intègrent cette notion d'urgence prioritaire. Stéphane Gaudry, c'est un crève-cœur quand on est médecin de devoir déprogrammer ?
Je pense que oui, en tout cas pour l'ensemble de la communauté médicale qui travaille à l'assistance publique dans laquelle je travaille encore une fois, c'est très très difficile parce que je pense qu'on va, bien entendu, il y a des patients non Covid qui vont payer la facture, mais pas que maintenant, pendant les années à venir. Et ça, il faut bien en avoir conscience. On va s'intéresser au retard qu'on est Exactement. en train de prendre dans un instant. Et donc oui, c'est très très difficile parce que on a l'impression de faire, on va dire, une médecine, on va dire, moins efficace que ce qu'on a l'habitude de faire en temps normal. Claude Rambaud, pendant la première vague, il y avait une grande détresse, une partie des patients qui s'est sentie abandonnée. Est-ce que pour cette troisième vague, comme on l'appelle, la situation est mieux comprise ? Alors, je pense qu'il y a un effort de pédagogie qui est fait très certainement, mais dans la première vague, il y a non seulement des patients qui n'ont pas pu être pris en charge. Aujourd'hui, je pense que les patients sont mieux suivis par les praticiens qui sont chargés de l'annonce de la déprogrammation, c'est-à-dire qu'ils trouvent des formes d'alternatives, on prend les relais avec les médecins traitants qui continuent, ils sont mieux suivis, et surtout il y a moins de patients qui se déprogramment d'eux-mêmes. En première vague, il y a aussi beaucoup de patients qui se sont déprogrammés d'eux-mêmes. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est aux patients, ne vous déprogrammez pas vous-même. Et restez dans le parcours de soins, en fait, continuez à vous soigner, c'est ça ? Oui, restez dans votre filière et on vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Et peut-être parfois il y a des examens complémentaires pour avoir un suivi de plus près et de façon à ce que les plus urgents, ceux qui auraient vraiment, qui courraient un risque important, puissent être... bon, vous avez bien entendu que tout ça c'est très lié, monsieur est là pour le dire beaucoup mieux que moi, c'est très lié aussi aux suites opératoires. Faut-il ou non de la réanimation? Et que sur les interventions très lourdes où il faut de la réa, il y a une jauge très importante qui est celle-ci. On va laisser... je vous laisse répondre. En fait, oui. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. En effet, il y a un certain nombre d'interventions pour lesquelles il faut avoir à coup sûr une place de réanimation derrière pour stabiliser la situation. Mais en fait, elles sont relativement rares. Le vrai problème que nous avons actuellement, c'est que nous fermons des blocs opératoires pour pouvoir récupérer du personnel, des infirmières spécialisées dans la gestion des malades graves, mais également des médecins qui s'occupent de malades d'habitude au bloc opératoire, mais qui peuvent être utiles de par leur formation en réanimation. Et c'est ça qui fait le plus important des déprogrammations. Et on comprend bien que depuis un an, le retard s'accumule. Comment on va faire pour rattraper ? Mais on ne va pas rattraper tout. Il faut avoir conscience de ça. Ça ne sera pas possible. Notre système hospitalier était déjà en crise avant la crise. Donc vous imaginez bien que déjà on avait du mal à supporter un certain nombre de choses et en plus le travail à l'hôpital est un travail difficile et donc voilà, on va probablement perdre un certain nombre de personnel après cette crise-là et donc on va faire le maximum pour rattraper, mais il faut bien avoir conscience que nous sommes en plein dedans là dans la crise et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais pour essayer de voir un petit peu plus loin, est-ce que ce qui se passe maintenant aura des conséquences à moyen terme et notamment sur le taux de mortalité ? Alors ça va très certainement, enfin oui en effet il y a une augmentation du taux de mortalité globale, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est à moyen et à long terme, il va y avoir une dégradation de la prise en charge d'un certain nombre de maladies chroniques, comme par exemple le cancer. Pourquoi ? Parce que à cause de ces déprogrammations, un certain nombre d'interventions qui visaient à faire des diagnostics, de dépistage en fait, vont être retardées. Donc quand vous avez un cancer, je ne sais pas, du poumon par exemple, ou du foie, dont le diagnostic est fait 2 mois plus tard, il y a un risque qu'il ait évolué pendant 2 mois et que du coup le traitement soit moins efficace que si ça avait été fait 2 mois précédemment. En France, il est dorénavant acceptable de mourir d'à peu près tout, sauf de la Covid-19. C'était le coup de gueule d'un maire, Thierry Grand-Turcot. La formule est dure. Thierry Grand-Turcot dénonce un virus qui rend fou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Claude Rambaud ? Écoutez, quel que soit le patient, qu'il soit Covid ou non Covid, il y a une évaluation de la situation qui se fait à l'arrivée au niveau des unités d'urgence et bien sûr en fonction des besoins de réanimation et de son état clinique. Et il n'est pas acceptable qu'il y ait une discrimination entre Covid et non Covid. Tout dépend de l'état clinique du patient et de ses chances effectivement de pouvoir récupérer et d'être pris en charge. Mais c'est vrai ce qu'a dit tout à l'heure M. Gaudry, c'est très important au niveau du cancer par exemple. On va avoir beaucoup de retard, on ne va pas le savoir tout de suite.
vite pour certains. Il y a certainement des cancers effectivement qui évoluent plus vite où sans doute on aura des données qui nous permettront malheureusement de voir, mais ça, c'est pas le problème humain, hein, c'est un problème plus statistique. Derrière, il y a des individus qui attendent cette intervention, mais il y a beaucoup de cancers qui sont pas forcément des cancers qui évoluent rapidement, qui eux aussi vont prendre du retard. Donc là, on est très inquiet. Mais sur des choses plus qui peuvent paraître moins graves. En orthopédie, par exemple, vous avez des patients qui sont au 3e, 4e report entre les trois périodes de déprogrammation. Oui, alors ça n'est peut-être pas vital, mais si je vous comprends bien, c'est quand même aussi un inconfort de vie, ça a quand même des conséquences. Mais ils peuvent faire une chute, et puis cette chute, elle peut entraîner une dégradation extrêmement rapide. Voilà. Professeur, quand les autorités disent on ne va pas faire de choix entre patients Covid, en réalité, est-ce qu'on fait des choix ? Mais par définition, on fait déjà des choix. Enfin, les politiques ont cette sensation de se dire il faut surtout pas qu'on arrive au tri, mais c'est déjà ce qu'on fait par définition. Alors je pourrais vous raconter des différentes situations, en particulier quand vous n'avez plus qu'un bloc dans un service, un hôpital qui tourne d'habitude avec 6 blocs. Qu'est-ce que vous faites, puisque ça nous arrive tous les jours, quand vous avez deux interventions très urgentes à faire, par exemple une ischémie d'un membre et puis à côté une péritonite. Et bien, vous retardez et donc vous perdez du temps. Et donc vous êtes en train de faire de la sélection de lequel est le plus urgent. Donc quand vous faites ça, vous perdez 4 heures, 6 heures pour un malade qui aurait dû normalement avoir son intervention immédiatement. Et donc le fait de retarder, le fait que le système soit grippé, c'est déjà un choix. On fait des choix tous les jours, c'est notre travail. Mais comment résoudre cette problématique alors ? Parce que on n'en sera pas sorti là dans 15 jours ou dans un mois de cette situation. On ne sera pas sorti dans 15 jours, on ne sera pas sorti dans un mois. Il y a des choix politiques qui ont été faits. Et ce n'est pas à moi de les commenter, je vous commente d'un point de vue strictement sanitaire. Le choix politique, c'est d'avoir décidé de laisser diffuser ce virus dans la population sans trop de restrictions. Ce ne sont pas des choix qui ont été faits dans d'autres pays. Et donc nous sommes à des taux de diffusion qui sont très importants, contrairement à ce qu'avait annoncé M. Macron en disant que l'objectif c'était de passer en dessous de 5 000. Nous sommes à 35-40 000 tous les jours. Et donc nous sommes bien obligés d'adapter le système de soins à ce qui se passe. Inquiet pour les semaines à venir, les mois à venir ? Mais bien sûr, oui, très inquiet parce que nos équipes sont épuisées et font face à une situation de détresse de la population et que nous, à part faire fonctionner la machine à 150% comme actuellement, on ne peut pas faire plus. Stéphane Gaudry, merci beaucoup pour ce coup de gueule aussi, un petit peu, on peut dire ça. Et merci à vous, Claude Rambaud, de nous avoir transmis aussi tous ces témoignages. Merci d'avoir été dans 64 minutes.